Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la facturation électronique. On est ravis de vous accueillir, on est ensemble pour environ 90 minutes pour vous présenter la réforme et l'accompagnement de deux cabinets. Donc ce webinaire est mutualisé sur deux cabinets, les cabinets Secofi que Laurent représente et le cabinet BPA pour lequel j'interviens. On va, euh, on va vous parler donc de cette plateforme RFE Academy qui va être l'accompagnement sur ce projet. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cabinet Secofi et BPA? En fait, on travaille, en fait, on fait partie du même groupement, le groupement Excel, mais et surtout, on utilise les mêmes outils, les mêmes plateformes. Et donc, on trouvait ça opportun de mutualiser nos savoirs pour pouvoir vous dispenser notre savoir-faire sur les différentes PA qu'on a retenues pour vous. Parfait. Durant ces 90 minutes, vous avez la possibilité de nous poser des questions en utilisant le menu conversation et Q&R de Teams. On vous demandera de bien vouloir couper les micros durant la présentation. Si jamais il y a des questions, vous pouvez les réactiver et puis on surveillera tout ce qui se passe sur le chat. Alors, une des participantes nous indique qu'il y aurait un problème de son. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tout fonctionne? A priori, ça a l'air d'être bon chez nous. Bon, ben, je présume qu'il n'y a pas de problème. Ouais, parfait, on nous dit que c'est bon. Merci. Alors, pour commencer, en guise d'introduction, on voulait vous montrer une courte vidéo. Laurent, tu as fait venir un invité pour nous parler Voilà. d'une Ouais. réforme. Effectivement, donc c'est un invité très connu qui s'invite dans notre webinaire pour vous expliquer de manière très vulgarisée la facturation électronique. Ça va vous rappeler des souvenirs d'enfance. Alors, La facturation électronique, c'est pour bientôt. Cette réforme d'ampleur qui concerne toutes les entreprises, y compris les micro-entrepreneurs, va bouleverser les usages. Elle vise à dématérialiser toutes les factures. Concrètement, à terme, toutes les factures entre entreprises devront passer par l'intermédiaire d'une plateforme. L'État souhaite ainsi améliorer la collecte et le contrôle de la TVA. Côté entreprise, la facturation électronique devrait permettre de simplifier la gestion des factures, de réduire le nombre d'erreurs, mais aussi d'améliorer la relation client-fournisseur. La réforme prendra effet en 2 temps. Le 1er septembre 2026, les entreprises devront être capables de recevoir des factures au format électronique, même si elles n'en émettent pas encore. Toutes les entreprises assujetties à la TVA en France sont concernées, quelle que soit leur taille. À cette date, seules les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire auront l'obligation d'émettre des factures électroniques. Elles devront aussi déclarer leurs données de transaction à l'administration. Et puis, le 1er septembre 2027, ce sera au tour des petites et moyennes entreprises d'émettre des factures électroniques et de transmettre les données de paiement à l'administration. Pour toutes ces actions, les entreprises devront choisir une plateforme agréée par l'État. Pour bien comprendre cette réforme, n'hésitez pas à consulter votre expert comptable. voilà, vous avez dû reconnaître Jamie Gourmaud. Alors, au sommaire de ce webinaire, on va vous présenter cette nouvelle obligation dans les grandes lignes, en vous expliquant de quoi il en retourne, quelles sont les principales obligations. On abordera la mise en place, comment concrètement on va se préparer à cette nouvelle donne. On vous parlera de l'accompagnement des cabinets, donc la RFE Academy, et puis on prévoira un temps pour vos questions-réponses à la fin de ce webinaire, en sachant qu'on a déjà eu quelques questions lors des inscriptions au webinaire. Sachez également que ce webinaire sera disponible en replay. Vous aurez également tous les diapos qui vous seront fournis prochainement. Alors, Laurent, pour commencer, un petit coup d'œil à l'accompagnement RFE Academy et ses 5 étapes. Oui.
Alors, on vous a proposé une visite, j'allais dire guidée, dans l'univers de la facturation électronique avec 5 étapes. Une première étape, c'est donc la mise en conformité avec l'inscription de votre entité à la plateforme agréée retenue. Et ensuite, une fois que cette mise en conformité est mise en place, donc il y a un parcours de formation de ces 2 webinaires. Donc c'est une série de webinaires en 2 temps. Premier temps axé sur les PA de réception, et deuxième temps, aux alentours de l'automne 2026, l'anticipation de l'obligation d'émission, avec donc des formations autour de l'émission et des cas d'usage liés à l'émission des facturations électroniques. On vous accompagnera entre ces 2 sessions de formation sur un diagnostic personnalisé pour identifier avec vous les principaux cas d'usage dans une bibliothèque d'une 50aine de cas d'usage. Il y en a 44 là, mais les cas d'usage vont augmenter en volumétrie. Et retenir aussi un plan d'action pour voilà, anticiper le calendrier. Ensuite, on vous aidera aussi, on a prévu aussi dans l'accompagnement une assistance un peu hotline pour que vous preniez en main la plateforme, et on vous aidera aussi bien sûr à la paramétrer. Donc voilà, donc en résumé, 5 étapes, la formation et le diagnostic personnalisé, et ainsi que l'outline. Voilà. Et on vous livrera effectivement un document final adapté à votre situation. Très bien, merci Laurent. Alors pourquoi finalement on est là aujourd'hui? Quels sont un peu les contours de cette nouvelle obligation? Alors, c'est vrai que ce qui est important, c'est de bien cibler en fait les enjeux, hein, de cette réforme, prendre du recul par rapport à cette réforme. Euh, on a observé que les pouvoirs publics voilà, considéraient, et les plateformes aussi, nous vendaient cette solution de facturation électronique comme parce qu'elles considèrent qu'ils mettent en avant la simplicité et l'intuitivité. Alors certes, on a très envie dans la promesse que ça soit simple et intuitif. Pour autant, elle est assez complexe dans la mise en œuvre. Le diable va être dans les détails. Et pour vous, dans la gestion des flux entrants et sortants, il va falloir voilà, bien poser les choses sur la table pour que ça soit le plus simple possible. Donc en fait, sur cette partie, si on peut illustrer en fait illustrer les choses, c'est que finalement, le mot facture va être une acception verbale qui va prendre finalement une interprétation différente selon l'interlocuteur. Lorsqu'on est vendeur, donc pour chaque interlocuteur, si vous voulez, il y a des points positifs, des points négatifs. Et effectivement, pour vous proposer une solution, une promesse pour que ça soit vendeur, bah, on va essayer de travailler sur les points négatifs, les irritants, pour essayer effectivement gagner, en fait, optimiser la solution. Donc le vendeur, du côté vendeur, bah, forcément le mot facture, c'est un mot très positif, hein, ça va être des ressources supplémentaires, du chiffre d'affaires. Pour autant, on sait que dans les irritants pour le vendeur, c'est le retard de paiement, les impayés, et le coût de traitement aussi de la facture qui peut prendre du temps dans la transmission, dans la fabrication de la facture. Côté acheteur, en première intention, c'est plutôt l'irritant, c'est la dépense contrainte, hein, la réception désordonnée de la facture, et bon, bien qu'on ait un service livré ou un bien livré. Mais voilà, il y a deux, vous voyez, deux exceptions différentes. Pour l'administration fiscale, ça va être, le premier réflexe de l'administration fiscale, c'est que autour de la facture, il y a le mot fraude qui arrive très vite. Et donc, voilà. L'idée, c'est aussi de lutter contre la fraude pour l'administration fiscale. C'est pour ça qu'elle va aussi proposer, elle propose cette solution pour un peu lutter contre la fraude et encaisser plus de TVA. Et pareil pour les banques et les plateformes agréées. Les banques et les plateformes agréées sont très preneuses de facturation, parce que derrière la facturation, il y a de l'encaissement. Donc, il y a il y a plus de commissions encaissées.
et donc plus de commissions, plus de produits net bancaires. Et c'est pour ça que les plateformes aussi migrent vers cette solution où elles vont intégrer en fait un compte de paiement dans la solution de la plateforme pour pouvoir vivre aussi des commissions de mouvement et vous proposer des tarifs assez attractifs. Donc voilà ce qu'il en est sur les enjeux, on va dire. Et c'est vrai que sur la partie banque, de plus en plus, le sujet du paiement va être au cœur du cycle de vie de la facture, puisque les outils de facturation permettent, et vont encore plus le permettre à l'avenir, au client de régler son fournisseur. C'est ce qui explique que les banques soient très attentives à cette réforme pour continuer à capter les flux bancaires. Alors, face à tous ces points, on peut se dire en quoi on est concerné et impliqué dans cette réforme. Quelques exemples. Alors, si vous étiez en facturation sur Excel, sur Word ou sur un carnet, ce ne sera plus possible dans quelques mois puisqu'il faudra vraiment que vos factures soient transmises par une plateforme agréée, donc de manière dématérialisée. Donc la facturation, in fine, devra passer par une solution de facturation. Le deuxième point, c'est si vous envoyez vos factures par email à un interlocuteur donné dans l'entreprise cliente, ce schéma de transmission de la facture va évoluer, on en reparlera dans quelques minutes. Désormais, votre interlocuteur, enfin l'entreprise cliente recevra la facture et il faudra que la facture arrive au bon interlocuteur par un nouveau circuit. Et troisième point, très important, qui vous concerne, puisque vous êtes en général responsable vous-même de la facturation dans l'entreprise. Est-ce que l'outil que vous utilisez pour facturer vos clients ou pour faire la gestion commerciale sera compatible demain avec cette réforme? La réponse, elle va vraiment dépendre au cas par cas. Si vous avez développé un outil en interne ou fait appel à un prestataire pour créer un outil de facturation, il faut dès à présent se poser la question de la compatibilité demain, puisque cet outil devra s'interconnecter avec une plateforme pour transmettre la facture au client. Deuxième série d'implications, à partir de septembre prochain, vous devrez recevoir les factures d'achat de vos fournisseurs par voie électronique. Et on s'attend à quelques fraudes. Vous connaissez déjà les fraudes par email, où vous recevez des factures en pièces jointes d'inconnus. Au démarrage de cette nouvelle donne de la facturation électronique, il y aura probablement des fausses factures qui pourront vous être envoyées avec des entreprises qui vont usurper l'identité d'un fournisseur en mettant par exemple Total avec un E à la fin pour vous faire croire que c'est Total qui vous envoie la facture. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte dans vos procédures de contrôle de facture, dans votre contrôle interne, pour s'assurer que ce type de fraude sera détecté, sera prévenu. Le deuxième point, c'est demain, dès septembre, comment les factures vont arriver en comptabilité. Jusqu'à présent, elles arrivaient par courrier, par email, sur un site ou autre. Désormais, progressivement, elles vont arriver via ces fameuses plateformes. On va vous montrer un exemple concret dans quelques minutes. Et il va falloir que ça soit déversé en comptabilité si la plateforme n'est pas le même outil que votre logiciel de comptabilité. Et par conséquent, j'en viens au troisième point, si vous aviez un circuit bien formalisé de facturation, que ce soit pour les achats et les ventes, avec des systèmes d'approbation par un département commercial ou un département finance, il va falloir déterminer si ce circuit de validation d'approbation fonctionne avec les nouveaux outils qui vont arriver demain. Donc, pas mal d'enjeux en termes de procédure et de contrôle interne
pour votre entreprise. Ce qui fait que, compte tenu de tous ces points, on insiste vraiment sur la nécessité de se préparer à la réforme et on va continuer à vous en parler dans le reste de ce webinaire. Alors Laurent, maintenant, si on revient un peu à la genèse de cette réforme, quels sont les objectifs de l'État? Alors, l'État souhaite en fait, comme on a vu, donc renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, avec une promesse de récupérer 15 milliards de TVA. C'est-à-dire qu'il a mis en place un cahier des charges à travers l'organisme français de normalisation, l'AFNOR, un certain nombre de cas d'usage, des mentions obligatoires dans les factures. Et dans les mentions obligatoires, il y a aussi le choix des textes du Code général des impôts qui vont s'appliquer à la facturation. Et donc là, il faudra être très précis dans le fléchage en fait de la TVA, parce qu'il pourra finalement à terme très rapidement détecter des anomalies dans les options de TVA choisies. Donc, et éventuellement faire des rectifications. C'est pour ça que voilà, dans la mesure où il aura accès régulièrement donc aux factures de vente, il pourra faire des contrôles de structure de fichiers et vérifier si la TVA est appliquée dans les bonnes conditions. Deuxième point, c'est diminuer les coûts effectivement déclaratifs et faciliter les déclarations avec à terme les pré-remplissages des déclarations de TVA. L'idée étant de demander aux entreprises d'établir des nouveaux reportings afin qu'il y ait une certaine automaticité du remplissage de la TVA, avec finalement, on le sait, sûrement des écarts à terme, et donc il y aura toujours normalement la responsabilité de l'entreprise sur la déclaration de TVA. La responsabilité ne sera pas transférée à l'État, hein. Ça sera sous réserve de vérification par l'entreprise, mais l'idée étant, surtout pour les entités qui sont d'une moindre mesure, enfin pour les petites entités, finalement d'avoir un pré-remplissage, j'allais dire, comme la déclaration de revenus, ce qui pourrait faciliter la vie de l'entreprise. Ensuite, réduire les coûts et les délais de paiement. Bah oui, on l'a vu, effectivement, le coût de transmission, là, en fait, ça va être réduit puisque la facture, naturellement, va se déposer dans la boîte, la plateforme de votre acheteur, hein, donc de votre client. Et vous pourrez aussi recevoir le paiement plus facilement, le paiement de la facture émise client, et à l'inverse, vous pourrez payer vos factures fournisseurs plus facilement. Et ensuite, améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises et pilotage des politiques publiques. On va le voir, donc, mais vous le savez sûrement déjà, l'administration aura communication systématiquement des factures de vente, et donc pourra mieux piloter la donnée de facturation. Voilà l'état de l'objectif de l'État. Donc finalement, on peut voir cette réforme de deux façons. D'un côté, c'est une nouvelle obligation qui va permettre à l'État de réaliser plus de contrôles, plus de recoupement entre les informations que vous allez leur transmettre et, euh, et la réalité. Et de l'autre, le deuxième axe de cette réforme, c'est que c'est vraiment un moyen de gagner en productivité dans votre cycle de facturation, de réduire des tâches manuelles, des ressaisies, d'arrêter de perdre du temps avec des clients qui vous diraient j'ai pas reçu la facture. Là, dans ce nouveau schéma, la facture va être tracée durant tout le processus avec des notions de statut dont on reparlera, ce qui permettra d'éviter d'avoir un client qui vous dit j'ai pas reçu ou c'est pas arrivé au bon endroit. Et effectivement, ça permet de centraliser l'ensemble des factures d'achat, parce que pour l'instant, on sait que les factures peuvent effectivement être reçues par différents canaux, différents interlocuteurs, différents services dans l'entreprise. Et là, en fait, on aura vraiment un outil de centralisation, ce qui sera plus confortable. Donc Et gain de le temps. change.
Le changement, il est sur le coût de traitement, il en découle. Aujourd'hui, pour une facture reçue d'un de vos fournisseurs, le coût de traitement est d'environ 15 euros. Pour une facture émise, c'est 10 euros. On espère, avec la réforme demain, que ce coût soit réduit à 1,50 €, donc 10 fois moins pour les factures reçues. Donc, il y a un enjeu, avec cette réforme, il y a réellement un enjeu de performance pour les entreprises. Et cette réforme, Laurent, on n'est Oui, pas les premiers dans le monde à la mettre en œuvre. oui. Voilà, c'est pas une volonté franco-française, hein, cette réforme s'inscrit dans un contexte international. En Europe, l'Italie est passée depuis 2019 et avec succès. La France devait basculer en 2024. La réforme a été décalée en 2026 puisque l'État voulait à l'origine développer un portail public de facturation gratuit pour toutes les entreprises, et surtout les petites entreprises. Mais on peut imaginer que pour des raisons budgétaires, l'État ne s'est pas engagé dans ce projet et donc a restreint son rôle à la gestion de l'annuaire national uniquement. Et l'État est à l'autorité pour agréer les plateformes. Donc il y a d'autres exemples d'ailleurs internationaux, notamment. Alors, le planning, on y vient tout de suite. Donc, il y a deux étapes importantes à retenir. Dès le 1er septembre prochain, donc dans moins de 3 mois, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Alors, on va voir un peu plus dans la nuance. En fait, ce sont toutes les entreprises ayant une activité économique. Il y a des exceptions, mais globalement, à retenir, quelle que soit votre taille d'entreprise, le 1er septembre 2026, vous ne pourrez pas dire je refuse les factures électroniques. Vous serez dans l'obligation et vos fournisseurs, certains de vos fournisseurs commenceront en septembre à vous envoyer des factures de cette façon. En envoi de facture, donc pour les factures envoyées à vos clients, là, il y aura deux étapes selon la taille d'entreprise. Donc pour les grandes entreprises et ETI, dès le 1er septembre 2026, elles devront envoyer leurs factures par voie électronique. En revanche, pour les TPE et les PME, donc la grande majorité d'entre vous, vous aurez un délai jusqu'au 1er septembre 2027 pour commencer l'émission de factures de vente à vos clients. J'ai une question, Vincent, sur ce slide. Est-ce que ce sont des dates d'effet ou des dates butoirs? Et est-ce que je peux anticiper, moi, la réforme, quand bien même voilà, il y a une obligation en 2027, est-ce que je peux anticiper? De quelle manière? Voilà. Alors effectivement, là, c'est le calendrier légal. Donc le 1er septembre 2026, il est acté. Il n'est pas question qu'il y ait un décalage. Le 1er septembre 2027, ça nous permet de gagner un peu de temps pour la mise en conformité, mais l'idéal est d'anticiper au maximum parce que vous allez gagner un peu de temps et vous serez pas, comment dire, vous n'arriverez pas au dernier moment le 1er septembre 2027. Pour ceux d'entre vous qui auraient des systèmes d'information assez complexes avec plusieurs logiciels de facturation, plusieurs outils pour vos factures d'achat, ça peut poser quand même toute une série de questions sur comment j'interface chaque outil, comment je les fais entrer dans le périmètre de la facturation électronique. Et ces questions, on vous déconseille d'attendre le 30 août 2027 pour vous les poser. Ça va arriver très vite. Donc, commençons dès que possible sur tout ça. Oui, donc c'est bien des dates effectivement butoirs, et c'est pas des dates à partir desquelles je peux être en conformité. Non, c'est des dates butoirs. Ça veut dire que effectivement, on peut très bien, en tant que petites et moyennes entreprises, commencer à tester sa facturation en émission à partir de janvier 2027, hein. C'est tout à fait possible. C'est pas à partir de septembre 2027. Ouais. Alors maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. De quoi s'agit-il? Quel est le contenu de cette réforme? On va surtout vous parler durant ce webinaire de la partie réception, donc les factures d'achat, puisque c'est la prochaine échéance dans 3 mois.
Et on vous dira quand même quelques mots sur la partie émission de facture de vente, et c'est ce dont on va parler dès à présent, donc l'émission. Alors, tout d'abord, une question toute simple, mais qui a son importance. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une facture électronique? Alors, une facture électronique, c'est un fichier. C'est pas un fichier PDF, c'est un fichier d'une norme franco-allemande qui s'appelle FactureX. C'est que vous avez en face, vous avez c'est côté pile et face. Hein. Donc côté face, vous avez le PDF qui est lisible par un œil humain. Mais côté pile, c'est un fichier HTML codé qui présente un certain nombre de mentions obligatoires. Ce fichier est émis par la plateforme d'émission et reçu par la plateforme de réception. Les deux plateformes communiquent entre elles et vérifient la signature électronique, vérifient l'identité de l'émetteur et du récepteur. Donc voilà, si vous voulez, c'est un fichier qui circule donc de l'émission jusqu'à la réception et qui s'inscrit, si vous voulez, dans les principes que vous avez entendu parler, le principe de piste d'audit fiable, c'est-à-dire une traçabilité complète de l'émission jusqu'à la réception, hein, de l'émission même du bon de commande jusqu'à la réception finale de la facture et de son paiement. Donc, c'est un procédé donc sécurisé qui permet d'authentifier l'émetteur, le récepteur et la facture. Et donc, ce qui est extrêmement important à bien comprendre, c'est qu'une facture PDF ou un scan, un document numérisé d'une facture papier ne sont pas considérés comme des factures électroniques au sens de l'administration fiscale. Une facture électronique doit répondre à un format normé. Il y a 3 formats définis. Si demain jeudi, j'envoie mes factures en PDF par mail, je ne suis pas en train d'émettre une facture électronique au sens que nous l'entendons. Alors, quel est un peu le circuit synthétique de la facture électronique? Laurent, Oui. on parle d'un fournisseur. Alors, on en a parlé effectivement, mais en schéma, en fait, vous avez donc un vendeur, donc c'est le fournisseur, qui va émettre en fait une facture électronique à l'aide d'une solution compatible, ce qu'on appelle solution compatible, donc le logiciel de facturation, qui va être connecté avec la plateforme d'émission. Et cette plateforme agréée va transmettre la facture en deux flux identifiés, deux flux séparés. Le premier flux, c'est le flux de facturation vis-à-vis de l'acheteur, donc la plateforme agréée de l'acheteur, mais aussi un flux de facture en même temps à la DGFiP à travers donc, le concentrateur, le portail public de facturation, qui va concentrer l'ensemble des données de facturation des entités éligibles à la facturation électronique en France et qui sera transmise à l'administration fiscale. Donc, c'est un schéma dit en Y, donc à la fois le client et la DGFiP. La Belgique est passée en système de facturation électronique en 2026, en 1er janvier 2026, mais ils n'ont pas mis l'État dans la boucle. Donc, l'échange de facturation se fait uniquement entre entités. Et puis, pour l'état du marché français, vous avez 120 plateformes agréées par l'État, alors qu'en Belgique, il n'y a qu'une seule plateforme agréée éligible. Voilà. Donc, dans le circuit de la facture, auparavant, on faisait tout entre vendeurs-acheteurs. Désormais, il y a un troisième acteur qui va recevoir les informations, c'est l'administration fiscale. Et donc tout ça, ça veut dire qu'il y a une nouvelle organisation pour une même entité. Oui, alors ce qui est important aussi de voir, c'est que souvent on fait la confusion entre un logiciel comptable qui va maintenant intégrer des PA et les solutions compatibles. En fait, la solution compatible, c'est vraiment le logiciel de facturation qui est compatible avec une plateforme agréée d'émission. Et donc, dans une promesse, normalement dans un logiciel comptable, vous aurez maintenant deux PA, la PA de réception et la PA d'émission.
Et la solution compatible, le logiciel de facturation, sera intégré dans le logiciel. Donc, on ne parle plus de logiciel. D'ailleurs, on parle presque de plateforme. Vous avez entendu parler, par exemple, de Pennylen, qui est un logiciel qui va intégrer, qui intègre cette dimension, donc PA de réception, d'émission et logiciel comptable. Alors, on peut peut-être passer c'est le slide suivant, je pense. Je me demande si c'est pas le slide suivant. Non, c'est celui-là. Et donc, après, l'entreprise peut aussi avoir différents moyens de facturation. Ça peut être une caisse comptoir, ça peut être un logiciel de facturation B2B, un portail de vente par Internet. Et donc, normalement, dans l'organisation, l'entreprise pourra être dotée aussi de plusieurs plateformes d'émissions qui seront compatibles avec la solution retenue de facturation. On peut imaginer que effectivement les ventes Stripe soient émises par une plateforme d'émission Stripe. Donc, on voit très vite que l'organisation des flux de l'entreprise, des flux de vente, va devenir quand même centrale pour fiabiliser effectivement la comptabilité. Et face à ça, Laurent, il y a une question qu'on est peut-être plusieurs à se poser, c'est est-ce que j'ai intérêt à avoir un seul outil qui fait à la fois la comptabilité et la plateforme agréée, ou est-ce que je peux avoir trois outils parce que j'ai une caisse, parce que je fais de la vente sur Internet, etc. Effectivement, le sujet, c'est de pouvoir ici, effectivement, dans la mesure du possible, centraliser le maximum de PA d'émission, parce que je peux avoir plusieurs PA d'émission, mais ça va rendre plus complexe l'organisation des flux. Après, ça dépend de chacune des solutions compatibles qui vont travailler avec telle ou telle plateforme. Pour autant, c'est bien aussi d'avoir un logiciel commun pour rassembler le maximum de choses pour que la PA d'émission du logiciel peut-être soit l'unique plateforme d'émission de l'ensemble des solutions compatibles retenues. Mais ça, ça va être du cas par cas. Par contre, vous voyez dans le schéma qu'il n'y a qu'une PA de réception. Pour l'instant, il n'est pas prévu que l'entreprise dispose de plusieurs PA de réception. Elle n'y en a qu'une. Par contre, en fonction des degrés de compatibilité, donc vous pouvez disposer de plusieurs PA d'émission. Est-ce que j'ai bien répondu à la question, Vincent? Oui. Ouais. Et ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que plus on va avoir d'outils de facturation, dans certaines activités, dans certaines configurations, c'est indispensable. Mais plus on va avoir d'outils de facturation, plus il va se poser de questions demain pour agréger les flux. Par exemple, très concrètement, une entreprise qui aurait plusieurs logiciels de caisse, qui aurait un site internet, va devoir envoyer ses flux à la comptabilité. Donc, à chaque fois, il va falloir créer des interfaces, sauf si les outils sont interconnectés entre eux. Et tous ces aspects-là, c'est vraiment la question que j'aurais tendance à vous inciter à vous poser le plus vite possible pour préparer l'avenir, pour préparer l'échéance du 1er septembre 2027. C'est comment demain mes différents logiciels de facturation vont s'articuler entre eux et comment ils vont être déversés dans la plateforme agréée et dans la comptabilité. Et aussi, effectivement, après, on anticipe un tout petit peu sans vraiment dévoiler la suite, mais il faut être quand même dans le cahier des charges en capacité de distinguer les ventes B2B, France, B2B international, parce qu'en international, forcément, on verra, mais il y a des obligations spéciales. Et puis, est-ce que je travaille avec des particuliers aussi parce que c'est deux flux il y a aussi un sujet là-dessus. Alors maintenant, on va vous expliquer un petit peu le nouveau processus d'émission d'une facture de vente. Donc, vous créez votre facture dans le logiciel de votre choix. Il y aura de nouvelles mentions obligatoires dont on vous donnera le détail dans quelques minutes. Puis, des nouveautés. Le premier, c'est qu'une fois la facture créée, elle sera envoyée via la plateforme agréée dans tout le circuit qu'on vous a expliqué tout à l'heure, avec des systèmes de contrôle automatique. Donc, typiquement, si une mention obligatoire est manquante,
vous aurez un rejet, enfin la facture sera rejetée et vous serez invité à la refaire. Donc ceci facilitera un peu les choses, hein, puisque on aura plus des échanges sur quelle mention je dois mettre. Là, si tout est bien configuré une fois, ça devrait fonctionner correctement. Ensuite, on aura un suivi de statut. Donc chaque facture, elle aura un statut envoyé, accepté par le client, rejeté, refusé. Et vous aurez un système selon la plateforme agréée, et c'est là où ça peut être un critère de choix aussi. Certaines plateformes agréées permettront de recevoir le paiement de votre client et vous aurez un statut encaissé, donc la facture sera notée comme encaissée dans tout le circuit. Le statut de facture sera envoyé à la plateforme agréée et sera connu de l'administration fiscale. Alors, ça paraît un petit peu abstrait. Maintenant, on va vous montrer un exemple en l'état actuel des outils. Ça va sans doute évoluer prochainement. Ici, je vais partir de ce logiciel de facturation et dans mon menu de gestion des ventes, je suis sur un dossier test ici, je vais vous montrer comment ça va s'articuler demain pour la création d'une facture à un client. Donc, je vais créer une facture de zéro en allant ici. Et la facture, on va mettre un client. Donc, ça supposera d'avoir bien codifié ces clients ou de créer les nouveaux clients avec toutes les informations. On va mettre une étude d'impact environnemental. Bon, voilà, je crée ma facture, je finalise ma facture. Alors, premier point, quand je finaliserai ma facture, de plus en plus, la facture sera figée, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus revenir dessus, on ne pourra plus dire « Ah, j'ai oublié une mention obligatoire, je vais modifier la facture et la renvoyer ». Dans le nouveau système, la facture, vous allez le voir dans la suite, on va l'envoyer à la plateforme agréée. Une fois qu'elle sera envoyée, on ne pourra plus la modifier. La seule façon de la modifier, ce sera de faire un avoir, puis de refaire une nouvelle facture. Donc là, ma facture, elle est prête. Alors vous voyez, je vais essayer de zoomer un petit peu. J'ai ma facture en format PDF. Alors là, c'est un PDF. Ici, c'est une facture selon la norme FactureX, qui est la plus courante. Et cette norme, la particularité, c'est qu'en fait, ça va être, comme disait tout à l'heure Laurent, à la fois un PDF et un fichier XML. Alors, je vous le montre pour la petite histoire. En fait, le fichier XML, c'est un fichier structuré avec toute une série d'informations codifiées. Et là, dans tout ce code informatique, on a notamment la référence de l'article ou de la prestation qui est facturée et le prix unitaire. Donc ça, c'est le flux de données que l'administration va recevoir automatiquement. Et vous voyez que ça sera beaucoup plus simple de réaliser des contrôles puisque tout sera hiérarchisé et normé et qu'on peut envisager pas mal de recoupements. Donc voilà, j'ai ma facture et la dernière étape, une fois que j'aurai revu ma facture en interne, je cliquerai sur envoyer électroniquement. Bon, là, je vais le faire puisque c'est une version de test. Et là, l'idée, c'est que je dirais envoyer et que ça partira vers la fameuse plateforme agréée et qu'ensuite, cette plateforme agréée reroutera la facture vers le client en automatique. Je n'aurai pas besoin de dire je veux envoyer cette facture à Isabelle Dubois à l'adresse mail untel. Non, là, ça partira directement au client. Alors, dans le menu d'avant, j'ai été un petit peu vite, mais je vais recréer une facture juste pour l'exemple. Dans le menu d'avant, quand j'ai validé l'envoi, j'avais une option qui est plutôt transitoire, qui me permettait également de prévoir, voilà, c'est ici, je pouvais notifier le client par email. Alors, ce n'est pas le but de la facturation électronique, mais de manière transitoire, certaines plateformes agréées, comme celle-ci, vous permettront de générer un envoi par email en pièce jointe selon le standard existant. Donc, le client recevra une notification avec une pièce jointe. Donc, pour résumer, je continuerai de faire ma facture dans mon logiciel de facturation s'il est conforme au nouveau circuit. Je ferai ma facture et ensuite je déclencherai un envoi à la plateforme agréée et ça rentrera dans tout le circuit.
Ça, c'est la partie côté émission de facture. Alors, petite parenthèse que l'on reverra plus en détail tout à l'heure, il faut savoir que ça, c'est valable pour des factures en B2B, donc d'entreprise à entreprise. En revanche, pour des factures à des particuliers, donc en B2C, je ne pourrai pas passer par la plateforme agréée, il n'y aura pas de système d'acheminement. Donc pour les factures à des particuliers, je continuerai d'envoyer mes factures par courrier, par pièce jointe ou sur un site. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et également pour des envois de factures à des entreprises étrangères, là encore, je ne pourrai pas utiliser la plateforme agréée. Il faudra également leur envoyer par email ou par courrier. Donc ce nouveau circuit, il reste assez incomplet dans certains cas. Donc jusque-là, on vous a parlé de la partie émission de facture. Maintenant, on va voir de l'autre côté, côté acheteur, comment on reçoit ces fameuses factures. Donc la réception, donc là, la facture que je viens d'envoyer, comment ça va se passer côté client? Le client va se connecter à son logiciel, à sa plateforme agréée, et il aura une sorte de boîte aux lettres, comme les boîtes aux lettres au bas de l'immeuble, qui va contenir toutes les factures à son attention. Donc, je vous montrerai là encore un exemple dans quelques instants, mais schématiquement, il va recevoir les factures par la plateforme agréée. Donc, normalement, à terme, on n'aura plus de factures par mail, plus de factures papier, pour ce qui fera partie du processus de facturation électronique. Tout sera centralisé par la plateforme agréée, ce qui sera un petit peu plus simple et évitera les quantités de mails qui encombrent les boîtes mail. Vous continuerez à vérifier ces factures en interne avec différents degrés de contrôle selon les services de l'entreprise. Et ensuite, une fois que vous aurez vérifié la facture, vous sélectionnerez le statut. Vous direz « j'accepte cette facture, j'approuve cette facture » ou au contraire « je la refuse parce qu'elle n'était pas pour moi ou parce que ce n'est pas les modalités qu'on avait prévues ». Et en fin de processus, vous pourrez, selon la plateforme agréée que vous aurez choisie, vous pourrez déclencher un paiement par virement, par carte bancaire ou autre. Alors très concrètement, là encore, on essaye de se projeter dès septembre prochain, comment ça va se passer. Je pourrais me connecter sur mon logiciel, sur ma plateforme agréée, et j'aurai une rubrique facture fournisseur, comme celle-ci, où vous voyez, là j'ai un petit peu ma boîte aux lettres, il s'appelle sa boîte de réception d'ailleurs, avec mes différentes factures. Alors, soit dit au passage, ici j'ai des factures de différentes natures, à la fois des factures électroniques et des factures reçues par email. Pourquoi? Parce que dans le schéma de demain, on va continuer malheureusement à avoir à la fois des factures électroniques et des factures traditionnelles selon le processus actuel. C'est-à-dire, vous allez continuer à avoir des notes de frais de vos salariés, vous allez continuer à peut-être acheter des prestations à l'étranger, prendre une location, un outil d'automatisation ou d'IA aux États-Unis. Et donc, toutes ces factures-là, elles ne rentreront pas dans le processus de la facturation électronique parce qu'elles sont étrangères ou parce qu'elles proviennent d'un particulier. Donc, il faudra continuer à gérer ce type de flux qui pourra arriver par courrier, par email ou autrement. Et là, sur cette plateforme agréée, ils ont prévu un système où on pourra envoyer par email à une adresse donnée les factures hors facturation électronique et on pourra voir la provenance ici. Donc, je recevrai les factures par ce biais. Potentiellement, je pourrais demander à avoir une notification pour m'alerter qu'une facture est arrivée et je pourrais consulter la facture en cliquant sur chaque ligne. Alors, si ça veut bien. Voilà. Donc là, alors là, c'est pas un bon exemple, mais je pourrais consulter ma facture sur cette interface. Je vais zoomer. On va en prendre une autre. Voilà. Là, c'est une facture électronique qui vient d'Allemagne, en l'occurrence. Donc, je la consulterai, bien que c'est un fichier XML, et je verrai les différentes informations. Bon.
Ce qui va se passer, c'est que je pourrais ensuite donc payer. Vous le voyez ici, hein, je peux cliquer sur payer et là, ça me redirige pour effectuer le paiement. Avant de payer, je pourrais, selon la plateforme agréée choisie, prévoir un système de validation. Donc là, par exemple, je pourrais dire l'équipe commerciale, j'aimerais soumettre à Clémence de la facturation cette facture. Alors, on me dit que la règle de validation, c'est lorsque le montant est supérieur à 2000 euros. Bon, je vais quand même lui soumettre. Donc, ça va envoyer une notification à Clémence pour qu'elle me valide cette facture. De ce côté-là, si vous avez un système de contrôle interne un peu poussé, que vous avez pas mal d'interlocuteurs, il faudra être vigilant pour bien choisir la plateforme agréée adaptée à votre besoin et éviter, il y a des outils très simples, très basiques qui sont plutôt tournés pour des TPE avec un seul décisionnaire, le chef d'entreprise. Donc choisissez bien la plateforme agréée sur ce critère-là. Ensuite, et avec la RFE Academy, avec BPA et avec Secofi, on vous proposera, hein, on vous accompagnera sur ce choix de plateforme agréée. Ensuite, si cette facture, je ne suis pas d'accord, je pourrais choisir ici de la contester. Donc, je ne vais pas envoyer un mail à mon fournisseur demain parce que le fournisseur ne pourra rien faire. Il faudra passer par la plateforme agréée pour dire je refuse la facture et qu'elle soit annulée, enfin qu'elle soit marquée comme refusée, puis refaite et qu'elle revienne dans le circuit. Donc, je cliquerai par exemple sur contester et je dirais il y a une erreur sur la facture, erreur sur les produits, etc. Et ça enverra une information à l'émetteur de la facture afin qu'il émette un avoir et qu'il refasse la facture correctement. Vous voyez également ici sur cette plateforme agréée, je dispose de certaines options telles que la possibilité de relier à un bon de commande. Donc si je veux assurer cette piste d'audit, cette traçabilité de mes bons de commande avec mes factures, je pourrais avoir cette option. Je pourrais mettre des commentaires, je pourrais catégoriser avec des systèmes type analytique. Donc, la grande nouveauté pour la réception de la facture d'achat, c'est que le processus de validation et d'acceptation de la facture sera intégré dans la plateforme agréée. Et donc, il va falloir adapter vos processus. Si vous étiez par des systèmes de classeurs papier, de Drive, de Google Drive et autres, il va falloir réfléchir à comment, à partir de septembre prochain, on peut trouver la solution la plus performante pour centraliser vos factures, y compris celles qui ne seront pas des factures électroniques, et pour pouvoir les faire approuver par vos différentes parties prenantes. Donc Je voulais ça, juste oui. refaire un petit point juste sur là, on vous montre effectivement une PA. Là, je pense à d'autres PA comme Septéo, Ingineo. C'est en fait le procédé, normalement, le processus de cycle de vie est normé aussi par la FNOR. Donc normalement, les termes seront exactement les mêmes. Il y a une différence entre rejeter et refuser. Refuser, c'est plutôt une mesure contractuelle, on va dire, un rejet pour une exécution contractuelle, alors que rejeter, c'est vraiment, on est sur le technique. On a un sujet technique qui fait qu'on ne peut pas accepter la facture. Et on avait aussi, faut qu'on soit d'ores et déjà sensibilisé sur l'aspect fraude, parce qu'on peut très bien, on anticipe qu'un certain nombre de sociétés vont se créer temporairement pour inonder des plateformes en vue de recevoir des paiements. On pourrait très bien imaginer. Donc, après, il y a des sécurités sur l'adressage, mais on va voir après. Mais on peut imaginer qu'il y ait des sujets de fraude dans un premier temps. Donc, soyez vigilants. Et sur la partie refus de facture, donc effectivement, si vous êtes plutôt comptable, finance et que les acceptations de factures sont par un département commercial, il faudra définir une procédure pour que les personnes qui peuvent accepter ou refuser une facture aient des accès à la plateforme agréée pour éviter que vous soyez un peu le passe-plat entre elle et la plateforme.
Alors justement, pour recevoir des factures, concrètement, il y aura un système d'adressage, c'est-à-dire que vous aurez un code qui va souvent correspondre au numéro sirène qui vous permettra d'être identifié dans tout ce circuit. Donc, quand on émettra une facture client, on dira je veux facturer le sirène numéro tant et c'est ce qui permettra d'acheminer correctement la facture. Alors, à cet effet, il y a un annuaire qui existe, et le terme d'annuaire, il est vraiment très représentatif, hein. Et cet annuaire va contenir toutes les informations sur votre société. Alors, je voulais vous le montrer, mais depuis ce matin, voilà, il produit un message d'erreur lorsqu'on l'interroge sur une entreprise donnée. Bon, en tout cas, dans cet annuaire, vous pourrez vous amuser à tester, à mettre votre numéro sirène. Vous verrez votre entreprise et vous pourrez voir le statut d'inscription à la plateforme agréée. Alors, attention, il y a des trous dans la raquette. L'administration fiscale a identifié des erreurs, des omissions. Donc, si votre entreprise n'apparaît pas d'inquiétude, ça va être corrigé. Ils nous ont annoncé une date de résolution autour de mi-juin. Et donc, cet annuaire permettra de voir pour vos fournisseurs où ils en sont. Vous avez peut-être été sollicité, je crois que c'était la semaine dernière ou depuis une dizaine de jours, des sociétés comme Amazon ont circularisé leurs clients en leur demandant de renseigner toute une série d'informations pour les identifier, telles que le sirène. Donc ça, c'est un point important qu'il faut prévoir de faire, hein, pour vos différents fournisseurs, de répondre à leurs demandes. Parfois, ça passe par des formulaires sur Google Forms ou autres, et parfois c'est sur le site du fournisseur. Et c'est ce qui va vous permettre de bien recevoir les factures en septembre prochain. Parce qu'on imaginait en fait au départ que c'était l'annuaire enfin les plateformes allaient interroger l'annuaire national pour pouvoir diriger la facture. Or non, il faut que chaque émetteur puisse indiquer le numéro de sirène, enfin le numéro d'adressage dans son logiciel de facturation pour pouvoir adresser correctement les factures et qu'elles arrivent dans la bonne boîte de réception du client, de l'acheteur. Et donc, après, effectivement, il y a une proposition qui est faite ici d'avoir, on a plusieurs niveaux de détail. L'entreprise peut choisir le numéro national, mais aussi peut-être il peut préférer travailler sur des établissements et même après avoir un niveau plus fin avec un code service, un code routage. Pour justement diriger les factures sur les différents services compétents. Et on avait vu, tu nous avais montré à une vidéo précédente, un webinaire précédent, le cas de Bouygues Télécom qui effectivement qui a généré en fait un numéro de sirène plus un suffixe. Et le suffixe correspondait au nom du service. Donc on avait vu roaming, interco, achats internationaux, etc. Ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Alors en fait, le sujet, c'est que l'annuaire est en maintenance parce que justement la DGFiP a injecté un certain nombre d'entités qui n'étaient pas immatriculées, comme les SCI, les professionnels médicaux. Donc si ça fonctionne, c'est très bien. Voilà, et la maintenance se fait en ce moment, en fait. Et donc très concrètement, Bouygues Télécom, pour revenir à notre schéma, ils auraient pu dire les factures arrivent au niveau sirène. Le problème, c'est que toutes les factures arrivent dans un seul endroit. Là où l'intérêt, c'est d'aller plus finement quand on arrive à une certaine taille d'entreprise. Le niveau sirène, comme disait Laurent, par établissement, hein, si vous êtes 5 établissements dans toute la France, vaut mieux éviter que toutes les factures arrivent sur un premier établissement où quelqu'un serait obligé de redispatcher, ce qui serait très lourd. Donc autant inscrire tous les sirettes, le code routage et puis le suffixe. Alors le suffixe, c'est ce qu'a fait Bouygues Télécom. Eux, ils ont défini toute une série de catégories en fonction de leur organisation de leurs factures. Donc interco pour les facturations intra-groupe. Donc toutes les factures entre même société du groupe, on va les faire atterrir dans un endroit.
Toutes les factures pour des locations immobilières de bailleurs, c'est un autre endroit. Les autofacturations, donc ça c'est une spécificité dans certains secteurs, on peut autofacturer, bah, ils ont voulu les isoler également. Donc vous voyez qu'il y a eu tout un travail d'ingénierie, de réflexion en amont chez Bouygues Télécom pour définir une organisation qui ne leur fasse pas perdre de temps, et ça passe par ces fameux adressages. Donc ça aussi, on sera amené à en rediscuter avec vous dans le cadre de l'accompagnement RFE Académie. Exactement. Alors maintenant, de manière schématique, quels sont les changements pour l'entreprise? Il va y avoir trois nouvelles obligations. Laurent, tu veux nous Oui, les je vais présenter? peut-être en Ouais. parler. Donc, en fait, cette réforme, quand même, impose 3 reportings supplémentaires, complémentaires à celui de la TVA. Premier reporting, c'est le reporting des factures émises auprès des professionnels en B2B, entre assujettis à TVA. Donc, il y aura une transmission régulière des factures. On est sur une transmission quasiment en temps réel, hein, des factures électroniques au format FactureX. Ça, c'est le premier reporting qui va de soi, on va dire. Par contre, vous avez un nouveau reporting, c'est quand vous travaillez avec des personnes qui ne sont pas assujetties à la TVA. Donc, ça va être les entités internationales, y compris européennes, et les particuliers, et aussi également les associations non assujetties. Vous allez là devoir remonter en fait vos flux de données, donc segmentés sur sur ce segment B2C. Ensuite, pour les prestataires de services, il y aura obligation de remonter aussi les données de paiement encaissées à l'administration fiscale, donc ce qu'on appelle le e-reporting de paiement. Donc 3 reportings, facture, les flux de données B2C, société internationale non assujettie, et le e-reporting de paiement. Le e-reporting de paiement, pourquoi? On le voit bien, c'est justement pour pré-remplir les TVA pour les personnes qui sont à la TVA sur l'encaissement. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais on peut peut-être en parler. Il y a quand même un point important là sur la partie centrale, là, donc le e-reporting B2C, excusez-moi. C'est tous les flux doivent être concaténés dans un seul fichier. Je prends l'exemple, par exemple, des supermarchés. Vous avez beaucoup de flux de caisses, hein, les caisses essence, les caisses physiques, les robots de caisse, le drive, etc. Donc l'administration ne souhaite pas recevoir N fichiers, autant de fichiers qu'il y a de caisses. Donc elle souhaite que tout soit concaténé en un seul fichier. Donc là aussi, il faut anticiper. Dans le cahier des charges, ça fait partie aussi des travaux d'anticipation, parce qu'il faudra être prêt dès le mois de septembre. C'est pour ça que vraiment, on préconise une anticipation dès le début de l'année 2027 pour travailler sur tous ces sujets. Alors, qui est concerné par la réforme? Donc, ce qu'il faut retenir, parce que en fait, il y a vraiment un parallèle avec les règles de TVA, et on ne va pas rentrer dans ce niveau de technicité aujourd'hui. Il faut retenir que toute personne qui a une activité économique est soumise à la réforme de la facturation électronique. Il y a des exceptions, notamment dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé. Et en revanche, ne sont pas soumis les personnes non assujetties à la TVA, les particuliers, les associations à but non lucratif, etc. Mais ce qu'il faut peut-être retenir de cette diapo, c'est que finalement, dans la mise en place de la facturation électronique, il va falloir s'interroger pour chaque nature d'activité. Alors, si vous avez qu'une seule activité qui est soumise à TVA à 20%,
le débat est assez vite clos. En revanche, si vous avez 4 ou 5 activités et que vous faites du particulier, de l'entreprise, de l'international, que vous avez une partie de votre activité qui est exonérée de TVA, là, il va falloir vraiment cartographier les différents flux et déterminer les obligations qui en découlent et s'adapter, se mettre en ordre de marche pour les adresser. C'est vrai que ce slide, on le présente souvent comme un slide pour savoir si nos clients, donc les entités, sont soumises ou pas. Mais là, en fait, vous, c'est un outil aussi d'identification pour savoir si vos clients sont assujettis ou non donc comment vous allez segmenter vos flux de données pour faire les reportings, pour établir un reporting. Voilà. Donc après, on va aller assez vite. Ce diapo, on l'a un petit peu dit. Peut-être ce qu'on peut expliquer, c'est que, enfin non, on a déjà tout dit, je vais passer. Les données, les mentions obligatoires, très important, Laurent, puisque dès le 1er septembre 2026, de nouvelles mentions obligatoires. Oui, donc 34, donc c'est un fichier structuré, donc il y a des mentions obligatoires. On a Vincent vous a montré qu'il y avait des champs qui devront être remplis. Donc, s'il y aura un scan, on va dire, de l'architecture du fichier, et il faut qu'il soit complet, il faut qu'il soit à 100% conforme pour pouvoir être émis et accepté par votre plateforme d'émission. Et il y aura aussi un contrôle sémantique côté réception. Donc voilà, il y aura quand même il y a vraiment une fiabilisation complète de cette facture. Donc il y a 34 mentions obligatoires, dont le numéro de sirène de votre client. Ça veut dire qu'il faudra en amont anticiper et renseigner le numéro de sirène et aussi le numéro d'adressage de votre client. Donc il y a un certain nombre de mentions. Moi, ce que je peux retenir, c'est que en mention obligatoire, en tout cas, c'est le total pied de facture qui est mentionné. Il n'y a pas de décomposition. Enfin, il va y avoir des codes articles avec la possibilité effectivement de ventiler la facture en détaillant le total. Pour autant, dans la mention obligatoire, c'est seulement le total, le pied de facture. Il y aura peut-être un sujet aussi de paramétrage avec vos logiciels de comptabilité pour pouvoir éventuellement récupérer la donnée pour, par exemple, intégrer une facturation pièces et main-d'œuvre en réception, par exemple. Et surtout. Surtout voilà, par exemple. Vas-y, Vincent. Ouais, sur tout ça, ce qui est vraiment très nouveau dans le schéma, c'est que donc désormais, il faudra que vous ayez le numéro sirène de vos clients dans votre logiciel de facturation, ce qui est généralement pas le cas. Donc là, vous pouvez dès à présent programmer un travail pour enrichir vos bases clients, voire les toiletter un petit peu, parce que dès qu'il va manquer une information ou qu'une information est mal codifiée, on peut imaginer que ça pourra être un motif de rejet, d'avoir un rejet de la facture émise. Et le deuxième point sur lequel, enfin, vous ne le voyez pas plus que ça sur cette diapo, c'est qu'on va devoir préciser lors de l'envoi d'une facture s'il s'agit d'un produit ou d'un service. Pourquoi? Parce que derrière, l'objectif, c'est de gérer les déclarations de TVA. Vous savez que la livraison de biens et la prestation de services, ce sont deux régimes différents en termes de modalités. Et donc, l'administration va vous imposer de bien renseigner sur vos factures cette nature. Sauf que ça paraît, on se dit, bon, bah, c'est simple, produit ou service. Dans certains cas, la réponse n'est pas toujours évidente. On peut avoir du mixte. Et puis surtout, si vous vous trompez, que vous mettez produit alors que c'est un service, eh bien demain, ça va potentiellement déclencher des incohérences, puisque l'administration fiscale, si elle voit produit, elle va s'attendre à ce que la TVA soit payée à l'émission de la facture. Alors que s'il s'agissait en fait d'un service, vous allez déclarer la TVA au moment du paiement. Donc vous aurez déclaré la TVA au moment du paiement, alors que l'administration attendra la TVA au moment de la facture. Donc c'est très important, tous ces points qui peuvent paraître anodins, en réalité, peuvent avoir des conséquences sur la suite. On peut imaginer aussi l'adresse de livraison. On
peut imaginer qu'il y a un contrôle sémantique de cohérence entre le choix du code de TVA, par exemple TVA en auto-liquidation. Si on n'a pas de passage de frontière de la marchandise avec une livraison France, donc France-France, là il peut y avoir une anomalie, peut-être avec un contrôle sémantique qui rejette la facture. Donc voilà, je pense qu'il faudra que vos solutions compatibles, donc vos logiciels de facturation, soient bien paramétrés en amont. Alors, il y a des sanctions. L'administration veut vraiment et l'État veulent vraiment avancer sur cette réforme. Donc, dès le 1er septembre 2026, si vous n'avez pas inscrit votre société dans l'annuaire de la facturation électronique, bah déjà, vous ne pourrez pas recevoir certaines factures d'achat. Et une amende de 500 euros après mise en demeure est prévue, qui sera augmentée à 1000 euros tous les 3 mois si vous récidivez. Si vous ne faites pas le e-invoicing, l'émission de facture, donc là on est plutôt en septembre 2027, ce sont des amendes de 15 euros par facture avec un plafond annuel de 15 000 euros. Donc, on pourrait se dire, je vais payer les amendes, c'est pas grave, ça me fera gagner du temps. Bon, ça peut commencer à chiffrer assez vite au vu de ces sanctions. Laurent vous l'a dit, donc si vous faites de la facturation à des particuliers ou à des entreprises étrangères, vous rentrerez dans le e-reporting. Donc, vous devrez faire ce reporting de paiement. Le e-reporting, l'idée c'est que si vous facturez des particuliers ou des entreprises étrangères, vous pourrez continuer à faire des PDF, des fichiers Excel ou Word, à avoir une caisse enregistreuse. Tous les formats seront autorisés. Le format facture électronique n'étant imposé que en B2B, donc entre entreprises. Je vais passer. Sur le e-reporting également, il y aura des sanctions à hauteur de 250 euros par transmission, plafonnées à 15 000 euros par an. Alors, un point important, c'est la fréquence de tout ça. Pour le e-invoicing, donc les factures entre professionnels, vos factures devront être envoyées à la plateforme agréée sous 24 heures. Donc ça, c'est lourd de conséquences. On n'a pas été vraiment habitué à ça jusqu'à présent. Il était assez fréquent. Vincent, excuse-moi, je crois qu'on Oui. voit le tableau, le slide précédent Oui. sur les amendes. Voilà. Oui. Donc jusqu'à présent, il arrivait, par exemple, un 8 juin, de faire la facture du 31 mai, de s'accorder cette petite souplesse. Dans le nouveau circuit, dans le nouveau schéma, c'est pas ce qui est prévu a priori. Donc, vous devrez vraiment envoyer vos factures tout de suite. Donc ça, c'est un point vraiment à anticiper sur votre organisation. Et on ne pourra plus non plus, au mois d'avril, se dire, bah, tiens, je vais faire une facture datée du 31 décembre 2025 pour le bilan. Ça sera plus possible, ou alors vous risquerez d'avoir des sanctions ou un rejet. Je pense qu'il y aura un rejet, une facture qui aura plus de 24 heures sera probablement rejetée par la plateforme agréée. Donc ça, c'était pour la partie e-invoicing, et pour la partie e-reporting, Laurent, c'est encore mieux, c'est encore plus complexe, puisqu'on a ce fameux tableau qui est à l'écran avec des obligations. Oui, donc on est en fait sur une fréquence qui va bien au-delà de la mensualité, puisqu'on raisonne par décade sur les données de transaction à remonter, donc chiffre d'affaires fait auprès des particuliers ou auprès des entreprises internationales ou d'associations non fiscalisées, ou l'État. Voilà. Oui, l'État, j'ai un petit doute, mais au moins association non fiscalisée. Donc c'est une concaténation là, de l'ensemble des données par décade, avec donc des périodes différentes, du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 jusqu'à la fin du mois. Donc avec effectivement un délai de dépôt 10 jours après la fin de la période. Donc, ce qui vraiment nécessite là aussi d'anticiper, de savoir de quelle manière, quels sont vos flux B2C
et savoir comment concaténer les fichiers s'il y a une existence de plusieurs fichiers dans votre système d'information. Mais on voit que ça va générer un travail quand même plus conséquent. Donc on espère que les choses soient automatisables le maximum possible, enfin, la façon la plus, Et si, la plus accrue. si j'essaye de me projeter, j'ai une entreprise où j'ai un logiciel de caisse, je suis dans la restauration. Ça veut dire que bon, je travaille essentiellement avec des particuliers, donc je rentre dans le e-reporting. Ça veut dire que tous les 10 du mois, je vais devoir déclarer mes recettes avec des particuliers à la plateforme agréée. Alors si je suis bien structuré, que ma caisse est connectée à ma plateforme agréée, les informations devraient remonter et automatiquement être envoyées tous les 10, 20 et 30 du mois. En revanche, si je tiens encore ma caisse sur des systèmes autonomes ou si carrément, théoriquement, je peux encore le faire, hein, si je tiens ma caisse sur une feuille de papier, eh bien, je vais devoir ressaisir potentiellement toutes ces informations tous les 10 du mois sur cette fameuse plateforme agréée. Donc, c'est là où il est vraiment fondamental de réfléchir dès maintenant à comment on va respecter ces obligations avec les systèmes d'information, avec les outils de facturation actuels dans l'entreprise pour ne pas être pris de court lorsque l'obligation va tomber. Parce que tous les 10 du mois, c'est quand même très contraignant. Si je veux partir en congé, comment je fais? A fortiori, si j'ai 3, 4, 5 caisses ou 3, 4, 5 outils de facturation, il va falloir que je les ouvre un par un pour ressaisir dans ma plateforme agréée, sauf à bien les relier entre eux. Et pour la partie, donc certaines entreprises auront juste une obligation mensuelle, hein, lorsqu'on est, ça va dépendre du régime fiscal, si vous êtes en réel normal mensuel ou en réel normal trimestriel. Et pour la partie transmission des données de paiement, donc là, c'est lorsque vous êtes prestataire de service, vous devrez déclarer les paiements de vos factures tous les mois avant le 10 du mois suivant pour certains d'entre vous. Donc c'est quand même assez contraignant. Et là, c'est assez pareil. C'est pareil, hein, si tout est bien connecté, si la banque arrive dans mon logiciel de compta et dans ma plateforme agréée, normalement, il n'y a aucune difficulté à ce que le flux soit envoyé. En revanche, si ma banque n'est pas connectée à la compta, si ma banque n'est pas tenue au fil de l'eau, eh bien, je vais devoir transmettre à la main des données de paiement, ce qui peut être chronophage. Bon, sachez que vous pouvez être concerné par les cas 1 et 2 à la fois, donc le e-reporting et le e-invoicing, si vous faites de la facturation à la fois à des particuliers et à des entreprises. C'est typiquement le cas d'une boulangerie. On le voit sur ce schéma que je vais passer, une boulangerie qui pourrait facturer à des entreprises de temps en temps et la majorité du temps avec des particuliers. Donc, elle devra jongler avec ces deux dispositifs. On va maintenant revenir un peu plus en détail sur la notion de note de frais qui souvent suscite pas mal de questions. Laurent, je te laisse nous expliquer un peu ce qui va changer. Alors désormais, à partir de septembre 2027 au plus tard, notamment pour les restaurants, le collaborateur devra, ou le dirigeant, ou le directeur de service, devra en fait s'annoncer comme professionnel auprès du restaurant pour pouvoir obtenir une facturation électronique, c'est-à-dire que la caisse du restaurateur enverra directement sur la plateforme de réception de l'entreprise la note de restaurant considérée comme facture électronique, et facture X, et avec l'information selon laquelle c'est le dirigeant ou le collaborateur qui a payé en fait cette facture. Donc pas besoin côté gestionnaire comptable de procéder au règlement en fait de la facture auprès du restaurant, mais le remboursement interviendra auprès de celui qui a quitté la facture au comptoir, c'est-à-dire le dirigeant ou le collaborateur.
Après, il y a un cas d'usage qui est prévu, c'est-à-dire c'est une modification en fait rétrospective du ticket de caisse qui est considéré comme un ticket de caisse qui va être fléché comme vente au particulier, où le collaborateur est considéré comme un particulier. Il récupère son ticket de caisse, il le règle, et il aura la possibilité, à travers une application, de demander la modification au système d'information de caisse du restaurateur, donc a posteriori, hein, de modifier pour annuler l'opération de transaction B2C pour le transformer en facturation électronique. Et donc normalement dans la promesse, les systèmes communiqueront entre eux, les plateformes et la caisse, plateforme de réception et la caisse émettrice, pour pouvoir obtenir une facturation électronique et donc transformer le ticket de caisse en facturation électronique. Voilà ce qu'on peut dire déjà sur ce sujet de notes de frais auprès des restaurants. Après, il y a une obligation, vous savez que depuis un certain nombre d'années, les restaurants ont l'obligation normalement de faire une facture pour les montants supérieurs à 150 €. Donc cette obligation est maintenue normalement. Toute facture, toute prestation de restauration supérieure à 150 € pour un professionnel devra de toute façon faire obligatoirement l'objet d'une facturation dite électronique. Et alors, juste revenir sur un point, c'est l'hypothèse où le salarié se présente dans un restaurant, dans un hôtel, sans dire qu'il vient au nom de l'entreprise. Dans ce cas de figure, bah, le restaurateur ou l'hôtelier va faire une facture de particulier. Dans ce cas de figure, il faudra demander à l'hôtelier ou au restaurateur de refaire la facture au nom de l'entreprise. Il y aura une tolérance pour déduire la TVA, mais qui sera sans doute temporaire. Donc vous voyez bien qu'il va falloir là aussi qu'on évolue dans nos façons de faire, qu'on acculture les collaborateurs de l'entreprise sur cette partie de notes de frais, notamment avec les systèmes de QR code pour qu'ils puissent correctement obtenir une facture. Dans le meilleur des mondes, la facture, elle arrivera par la plateforme agréée, mais si on n'est pas vigilant, on va avoir une facture papier de particulier qui ne sera pas probant au sens fiscal à terme. Donc la pratique des notes de frais, c'est-à-dire ce qu'on appelle notes de frais chez nous, c'est, on va dire, la centralisation des petits tickets de caisse sur un fichier Excel. Ça reste toujours possible. Il y aura, pour l'instant, il y a toujours la tolérance fiscale de pouvoir récupérer la TVA sur ces notes de frais. Pour autant, on sait que petit à petit, la doctrine fiscale évoluera et ne permettra plus aux entreprises de déduire la TVA sur des notes de frais qui doivent faire l'objet d'une facturation électronique. Voilà. Et pour terminer, quelques mots sur, on va passer les tickets de péage, même logique. Il y a une tolérance administrative pour avoir des tickets de péage. Maintenant, de plus en plus, vous avez des abonnements, des cartes qui vous permettent de badger en quelque sorte lorsque vous passez au péage et qui vous permettront d'être identifié comme une entreprise. Donc pour l'instant, on parle d'une tolérance jusqu'à ce qu'on puisse trouver un système efficace et même chose sur les parkings. Donc, notre recommandation, c'est effectivement de peut-être souscrire à des cartes voilà, pour l'essence, DKV, Total, des cartes qui permettent de centraliser les achats et d'identifier l'entreprise comme professionnelle. Voilà, et pour dernier point technique, les acomptes. Alors, c'est vrai que jusque-là, les acomptes, c'était très hétérogène d'une entreprise à l'autre. Eh bien, dans le nouveau circuit de la facturation électronique, il sera attendu que tout acompte soit formalisé par une facture, dans une logique de pouvoir gérer la TVA. Donc, il faudra prendre l'habitude, et vous pouvez dès à présent commencer de faire des factures d'acompte pour vos clients.
Et il est prévu un système ensuite pour déduire l'acompte de la facture finale en venant comment dire, déduire l'acompte dans une case prévue à cet effet. La gestion des acomptes, ça fait partie de la bibliothèque des quarantaine de cas d'usage qui ont été donc rédigés par la FNOR. Mais finalement, c'est juste un cas d'usage et ça peut être opportun aussi. Alors, on vous présentera des cas d'usage un peu plus complexes en facturation d'émissions au moment de nos sessions de webinaire de l'automne 2026. Mais ça peut être intéressant aussi qu'on vous assiste aussi à former peut-être vos équipes votre service facturation sur les différents cas d'usage parce que encore une fois, là, le diable peut être dans les détails, hein. On peut imaginer toute la gestion des avoirs, la gestion des litiges, les acomptes partiels, les paiements partiels, etc. Les autofacturations, ça peut être très vite complexe. Et c'est vrai que là, en 1 heure et demie, on a couvert les grands principes. On aurait pu passer la journée entière à tout décortiquer tellement il y a de cas possibles. Et c'est donc pour ça, et on va y venir dans un instant, que on souhaite vous accompagner sur vos cas spécifiques si nécessaire. Alors la mise en place, bon, ce qu'il faut retenir, c'est la prochaine échéance qui est le 1er septembre 2026, de choisir une plateforme agréée. On va vous faire des propositions pour éviter d'être dans l'impossibilité de recevoir les factures émises par les grandes entreprises qui émettront dès septembre prochain. On va peut-être, bon, très rapidement sur cette diapo, les risques de mal maîtriser cette réforme, c'est bon, tout simplement les amendes, une perte de compétitivité. Vos concurrents vont rentrer dans cette réforme, vont peut-être investir du temps, de l'argent pour se mettre dans les clous, dans une logique de gagner en productivité, en performance derrière. C'est aussi un risque sur la trésorerie. Si vous n'êtes pas prêt pour l'émission de factures et que vous continuez à envoyer des factures de la même façon qu'aujourd'hui, c'est potentiellement des clients qui refuseront de vous payer. Donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc il faut pas sous-estimer ce projet. J'aime bien parler de projet pour la facturation électronique parce qu'il y a un aspect humain, il y a un aspect organisationnel au-delà des aspects purement comptables et fiscaux. Donc pour s'y préparer, on sera amené à rééchanger avec vos responsables de dossier, avec les experts comptables qui suivent vos dossiers, sur le diagnostic, comment vous procédez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes concerné par l'un des 44 et bientôt plus que 44 cas d'usage? Désignez votre plateforme agréée, adaptez votre outil de facturation. Et ça, c'est vraiment très important et c'est vraiment l'étape qu'il faut prendre dès à présent et faire évoluer vos processus internes, former vos équipes. C'est pas un projet qui va se faire seul dans son coin en quelques minutes. Il va falloir communiquer en interne sur tout ce qu'on vient de vous expliquer. Et j'attire également votre attention sur le choix de la plateforme agréée. Aujourd'hui, il y a plus de 120 plateformes agréées. Vous avez peut-être été sollicité par toute une série d'acteurs, notamment les acteurs bancaires. Alors, c'est pas du tout pour être corporatiste ou autre, mais choisir une banque comme plateforme agréée, ça présente un inconvénient, c'est que la banque, au-delà des flux bancaires qu'elle connaît déjà, va en plus avoir toutes les informations sur vos achats, sur vos ventes, et donc elle saura énormément de choses sur vous, contrairement à la configuration actuelle. Ce qui veut dire que demain, si vous voulez faire une demande de financement, avant même que vous fassiez un premier rendez-vous, la banque n'aura plus qu'à se servir sur vos données, à accéder à toutes les informations sur vos achats et sur vos ventes et pourra se douter qu'il y a des difficultés, pourra se douter que vous êtes dépendant d'un client en particulier ou autre. Elle aura toutes les informations. Donc, il peut y avoir un intérêt à dissocier
la banque de votre plateforme agréée. Autre point, il y a énormément de choix sur les plateformes agréées. Si vous faites le choix qu'il soit distinct du logiciel comptable, attention à bien s'assurer de l'interconnexion entre les deux. Si les deux ne sont pas connectés, ça veut dire que vous allez devoir faire des exports-imports manuellement tous les mois, voire toutes les décades, si vous avez l'obligation de faire le e-reporting. Donc ce choix de plateforme agréée, il n'est pas anodin et on souhaite vous accompagner avec la RFE Academy dans ce choix. Alors justement, la RFE Academy, Laurent, peut-être, et ce sera quasiment notre conclusion pour qu'on termine à l'heure, si tu veux nous rappeler un petit peu les prochaines étapes, ce qui va se passer autour de ça. Très vite, en fait, la prochaine étape, vous l'avez deviné, hein, c'est le diagnostic personnalisé. On va revenir vers vous pour vous aider à cartographier les flux et établir le plan d'action. Essentiellement l'anticipation de l'émission de vos factures de vente à partir de 2027. Parce que vous l'avez compris, c'est stratégique pour pas que vous connaissiez de rupture dans les flux d'activité. Et pourquoi avons-nous créé cette RFE Academy? Pourquoi on a créé cette RFE effectivement Académie, c'est tout simplement pour vous aider, vraiment vous accompagner, vous créer un parcours structurant qui vous permet d'interconnecter vos outils, vous aider à vous organiser, à choisir vos solutions adaptées, et surtout effectivement nous on se positionne comme conseil indépendant au mieux de vos intérêts et au mieux des intérêts de l'entreprise. Et en aucune façon, on est là pour vous vendre une plateforme. Ce n'est pas du tout notre objectif, loin de là. Et aussi, je vois le mot digitalisation. Pour moi et pour nous, cette réforme va au-delà de la facturation électronique, qui est un mot finalement réducteur. C'est vraiment le virage de la digitalisation de nos entreprises. On sait que les entreprises en France sont à 50% papier. Quand on dit papier, Word, Excel, c'est aussi du papier. Voilà, là, on est vraiment sur un changement de paradigme complet dans les flux de l'entreprise. Donc allons-y, allons vers cette... et on est très heureux de vous accompagner dans cette démarche. Eh bien, parfait. Je pense que ce sera le mot de la fin. Enfin, alors, Vincent Barbry de BPA est avec nous. Peut-être que tu veux intervenir. Oui, ce qui est important, c'est que en fait, cette réforme, on peut le voir comme une contrainte, mais on peut le voir comme un atout. Ça veut dire qu'en fait, un dirigeant d'entreprise ou une entreprise va pouvoir gagner du temps si elle l'aborde sereinement, si elle met tout son process en place. C'est pour ça qu'on a aussi décidé de migrer beaucoup de dossiers sur d'autres logiciels qui sont parfois plus adaptés. Si on pousse la digitalisation et qu'on prend la réforme comme quelque chose de positif, ça va être quelque chose qui va nous permettre d'avancer, de mieux avancer, d'avoir des chiffres plus tôt, d'avoir une vision plus claire, d'avoir plus de data et en fait qui va permettre aux entreprises d'avancer plus vite. C'est comme toutes les réformes qui ont eu le pass ou d'autres choses. Au départ, c'est dur. Là, c'est une réforme très profonde. C'est pas si simple que ça. Les gens ont l'impression qu'il faut appuyer sur un clic et que les choses vont être reçues. Mais si vous ne posez pas les bonnes questions, si on n'organise pas les process, ça peut vite être très impactant pour l'entreprise. On ne voulait pas trop vous accompagner trop tôt parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas encore prêtes. Donc ça ne va à rien. Vous accompagner trop tard parce qu'en plus, il y a des PA qui n'étaient pas encore valides et qu'on n'avait pas encore validés. Choisir n'importe quel PA, ça va être très impactant parce que sur 122, on pense que la moitié vont fuiter. Donc, il faut vraiment faire des choix qui soient structurants, qui aillent dans votre organisation et qui vous simplifient la vie. Si on arrive à ça, et ben là-dessus, on aura réussi à vous simplifier l'ensemble. Et dans la RFE Academy, on va aussi vous accompagner à savoir comment valider vos factures, vous mettre des tests en grandeur nature. Et grâce à ça, vous allez pouvoir gagner du temps et vous allez pouvoir être beaucoup plus efficient.
Voilà, on a un tout petit peu débordé, mais si vous avez des questions, ce serait avec grand plaisir. Vous pouvez utiliser le chat, ouvrir les micros. Et en attendant que les premières questions arrivent, lors des inscriptions, l'un ou l'une d'entre vous avait posé une question, c'est est-ce que on peut, du fait de contraintes métiers, avoir deux plateformes agréées, l'une pour les ventes et l'autre pour les achats, et quels seraient les coûts supplémentaires? Donc, effectivement, on peut dissocier, on peut avoir la même plateforme agréée qui fait tout, et on peut dissocier la plateforme pour les ventes et pour les achats. Sur l'aspect coût, bah, je répondrais que chaque plateforme agréée a sa politique tarifaire. Donc, si vous avez deux plateformes agréées, en toute logique, il y a un coût supplémentaire. Et surtout, le coût qu'il ne faut pas négliger, c'est comment je connecte ces plateformes avec mon logiciel comptable et que je ne tombe pas dans une usine à gaz. Voilà. Donc, le choix de dissocier ces deux plateformes agréées devrait avoir vraiment une justification sur le plan de votre organisation. Camille? Oui, Oui, Camille, bonjour à tous. Bonjour et merci bonjour. pour cette présentation. Vous m'entendez bien? Oui, Très très bien. bien. Ok. Moi, j'ai une petite... Enfin, j'ai pas mal de questions, mais une principale que je vais vous poser ici, c'est pour la partie e-reporting sur les données de paiement. Vous avez évoqué le fait que ça allait notamment servir après remplir les déclarations de TVA pour, étant donné que souvent les entreprises qui ont TVA sur les encaissements. Si on est une entreprise qui fournit des services, mais qu'on a opté pour les débits, est-ce qu'on a les mêmes obligations de e-reporting paiement? C'est une bonne Alors, Voilà. question. C'est une très très euh, bonne question. Est-ce qu'on a la réponse immédiatement? Je suis pas je, sûr. je suis fortement convaincu que oui, parce que typiquement, c'est une possibilité. J'ai vu des entreprises qui voulaient s'épargner le reporting de paiement en optant sur les débits. Donc, c'est un coût financier pour la trésorerie, enfin, sauf si vous êtes déjà en débit, mais ça, a priori, ça permettrait d'éviter le reporting de paiement. Mais ce qu'on peut faire, c'est revenir vers vous Hmm, sur ce point qu'on a noté. super, merci. On est déjà sur les débits. C'est pas une Voilà, stratégie c'est l'avantage. pour le futur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre question? Sachant que tous les cas particuliers, les logiciels tiers et autres, ou sur certaines sociétés, quand ils ont plusieurs logiciels, caisses et autres, ça sera étudié précisément. Parce qu'en fait, il y a certains cas qui vont être assez complexes quand les gens ont des logiciels métiers. Bon, bah, parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous propose de clôturer ce webinaire. La prochaine étape étant qu'on reviendra vers vous et puis n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs habituels. Merci beaucoup de votre attention. Merci Laurent, merci Vincent. Très bon après-midi à tous. Bon après-midi. Merci. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.